Bienvenue sur Radiolab à European Lab Camp pour un nouveau temps de discussion. C'est un moment qu'on a rajouté assez tardivement dans la programmation. Donc, je me présente, moi je suis Anne-Caroline, je dirige le pôle idées d'Artifarty et donc je programme avec Laurent et Brié, une petite équipe, les forums European Lab. On a ajouté tardivement cette discussion. Tout simplement parce que j'ai eu le plaisir d'entendre Gilles Gressani lors d'une journée d'études internationales qui était organisée à Lyon 3 par Mauro Carbone, qui est un philosophe qui a déjà été accueilli à European Lab. Le thème de cette journée d'études était écran, transparence et populisme. Et Gilles Gressani, qui mène actuellement un travail sur le mouvement 5 étoiles en Italie, et sur le style populiste de ce mouvement, avait fait une brillante intervention, à l'issue de laquelle je suis allée le voir pour lui dire « Viens sur European Lab Camp, viens discuter avec nous ». C'était il y a à peine 3 semaines, et Gilles a accepté d'être présent avec nous. Donc, on a imaginé un temps, et je me suis dit que c'était intéressant de le mettre en discussion avec Caterina Di Fazio, parce que Caterina est intervenue hier à plusieurs reprises dans le cadre de European Lab Camp. Caterina est actuellement en post-doc à l'université de Maastricht. Elle est de nationalité italienne, mais elle ne cesse de courir l'Europe et même le monde. Et elle a cofondé avec Étienne Balibar et Nadia, voilà, une Agora Europe. C'est une initiative qui vise à ouvrir en fait un espace de discussion sur l'avenir de l'Europe. Elle nous en parlera, elle nous expliquera de quoi il s'agit. Et on a imaginé voilà, de leur proposer une discussion sur comment est-il possible d'ouvrir un espace de débat et même d'action à l'échelle transnationale, donc de porter un vrai projet de réflexion à la dimension du continent, de sortir des cadres de pensée nationaliste, des cadres de débat qui sont encore beaucoup construits comme ça. On le vit encore régulièrement à chaque élection européenne. On a du mal à sortir des enjeux nationaux pour avoir une vraie vision, un vrai débat à l'échelle européenne. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ce temps « Agir, penser à l'échelle européenne ». Et il me semble que Gilles, aussi bien que Caterina, se démènent pour que de tels espaces puissent exister. Et donc Gilles, je vais vous le présenter brièvement parce que je vous ai simplement dit que je l'avais trouvé brillant lors de son intervention. Mais Gilles est ingénieur de recherche du département humanisme numérique du Collège des Bernardins. Il est normalien, diplômé de l'Institut français de géopolitique. Il y a pas mal de choses. C'est de l'école des hautes études en sciences sociales. Il a été visiting student en political science à Columbia et je crois qu'ils se sont croisés tous les deux à ce moment-là. Et il préside actuellement le groupe d'études géopolitiques et sa revue, une revue en ligne qui s'appelle Le Grand Continent. Donc un vrai projet transnational dont il nous parlera. Et il a également dirigé tout récemment une publication qui s'appelle Une certaine idée de l'Europe, qui réunit en fait 5 contributions d'éminentes personnalités qu'on a rarement entendues sur la question de l'Europe, mais il leur a proposé simplement de faire une proposition de réflexion sur ce thème très ouvert. Alors, Patrick Boucheron, l'historien, Antonio Negri, Thomas Piketty, l'économiste, Myriam Revaud-Dallon et Elisabeth Roudinesco. Ces conférences ont eu lieu à l'ENS, je crois, à rue d'Ulm, à Paris, et elles sont réunies maintenant depuis début mai dans ce livre paru aux éditions Flammarion, que vous pourrez trouver à l'espace librairie à l'entrée de H7. Et voilà, et aussi qu'il est actuellement en train de travailler sur le thème du style populiste et notamment parce que je crois que tu es italien. Tout à fait, j'ai ce problème aussi. Ouais. Voilà, il est italien par ailleurs. Caterina Di Fazio, je vous l'ai dit, philosophe, cofondatrice d'Agora Europe,
Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le CV est très long, mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'on vous écoute maintenant. Et peut-être, pour commencer, présenter brièvement les projets que vous portez. Et puis ensuite, je pense qu'à travers les questions que je vais vous poser, vous aurez l'occasion de développer davantage, en fait. Donc, simplement pour que chacun comprenne bien à la fois ce qu'est Grand Continent et Agora Europe. Donc, Gilles, peut-être, si tu veux commencer. Très bien, je commence. Merci à tous d'être ici. Donc, l'idée de fond du groupe d'études géopolitiques, donc, qui est ce projet de think tank que j'ai lancé avec une série de copains il y a à peu près 2 ans, c'était finalement assez simple. C'était d'approcher la question européenne en faisant le contraire de ce qui se faisait. Donc, penser l'Europe sans passer par les affaires européennes, sans passer par les disciplines qui sont normalement associées, sans passer par les personnes qui normalement travaillent sur le sujet. D'un point de vue un peu rapide, pour présenter cela de façon imagée, nous avons d'emblée décidé de prendre un logo qui était un triangle rouge issu, pour les personnes qui ont un peu de connaissances graphistes parmi vous, de la fameuse affiche d'El Lissiski de 19. Pourquoi on a décidé de prendre du rouge et du triangle? C'est parce qu'au fond, quand on regarde la plupart des choses qui se font aujourd'hui sur l'Europe, vous remarquerez tout de suite qu'il y a une esthétique un peu de fin de l'histoire. C'est un peu le blanc, le gris, le bleu, des formes un peu ondulées. Et en fait, je pense que c'est la représentation aussi d'une période où effectivement l'Europe allait de soi, où l'union politique était quelque chose qui était simplement géré par des experts, qui était un peu au-delà de ce qu'il y a de politique et de ce qu'il y a de problématique et de conflictuel dans la politique. Et au fond, ça paraît tout à fait évident que ce modèle-là et cette vision de l'Europe n'est pas suffisante aujourd'hui pour approcher et pour continuer cette démarche. Et donc, on a décidé simplement de prendre les choses par l'envers. Et au fond, si vous voulez, la chose intéressante, c'est que, ainsi faisant, il y a énormément de choses qui s'ouvrent, énormément de possibilités. Anne-Caroline a parlé de ce livre, qui est un livre qui a été très facile à faire. Pour les personnes qui sont à peu près au courant de comment fonctionne le marché universitaire ou même de l'édition, c'est remarquablement étrange parce que c'est toutes des personnalités très importantes. Mais au fond, la chose paradoxale, c'est qu'aucune de ces grands intellectuels n'avait jamais été vraiment consultée pour qu'ils investissent le débat européen. Et c'est un peu ça le paradoxe. C'est qu'au fond, aujourd'hui, quand on fait de la philosophie européenne, on sait tout de suite qu'il faut passer par Habermas, et c'est très bien, parce qu'il fait Habermas par Ferry, c'est très important, c'est des travaux de fond. Mais c'est comme si la question européenne n'était pas une question beaucoup plus large et beaucoup plus étendue que ça. Et au fond, je pense que c'est un peu ça la question qu'on débattra, je pense, pendant cette petite heure. C'est au fond, comment faire aujourd'hui pour comprendre que pour passer à l'échelle européenne, il faut quelque part aussi dévier, diverger, ne pas forcément affronter la question européenne en passant par Bruxelles ou en passant par les chemins déjà battus ou pour cette logique un peu de fin de l'histoire. Pourquoi pas utiliser de nouvelles matières, de nouvelles disciplines et surtout essayer de comprendre que aujourd'hui, c'est vraiment l'absence de conceptualisation, l'absence de considération même intellectuelle ou artistique de l'objet européen qui rend l'Europe incompréhensible. Je développe ça dans une minute, de toute façon on a le temps on pourra y revenir. Hein. On peut revenir, mais je pense qu'il y a une... Moi j'utilise toujours cet exemple que je pense il est assez fort. C'est au fond, quand on parle aujourd'hui d'Europe, on pense à des directives, on pense à un travail très technique. Et au fond, c'est à peu près normal que ça intéresse si peu de personnes. C'est normal que, je pense, pas tout le monde sache ce que c'est le Spitzenkandidat, parce que c'est normal. Très peu de Français, je pense, sont au courant précisément de comment on nomme le Premier ministre en France. Et c'est à peu près normal que ça comme ça. Le politique ne doit pas être une chose qui doit être suivie par tout le monde de la même façon. Et au fond, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe aux affaires européennes, c'est un peu une métaphore un peu polémique, mais c'est un peu comme si c'était le Conseil d'État. Et, combien de personnes ici lisent tous les jours qu'est-ce qui se passe au Conseil d'État? Il y a des choses qui sont importantes et c'est important de s'en intéresser, c'est important qu'il y ait des experts qui travaillent ce sujet, mais c'est beaucoup plus large. Et en même temps, si on n'a pas les concepts pour parler de ce qui se passe en politique, et donc pour ouvrir la question politique au débat, on n'arrive pas non plus à affronter les questions politiques. Et c'est précisément ça le rôle, je pense,
de la philosophie politique, de l'histoire, de l'art, c'est de créer des métaphores, de créer des exemples, des concepts qui permettent d'aller plus vite, de ne pas avoir à chaque fois à saisir la question dans toute son expertise, la complexité. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le Grand Continent et ce qu'on essaye de faire avec le groupe d'études géopolitiques, mais on aura l'occasion d'y revenir. Katharina, tu nous expliques brièvement ce qu'est Agora Europe. Alors, on a eu la chance d'accueillir une séquence d'Agora Europe hier à Hôtel 71, qui s'appelait Le jour d'après, comme l'ensemble de ce European Lab Camp, auquel participaient 5 ou 6 intervenants. Et c'était passionnant. Mais je te laisse présenter Agora Europe. Merci. Et d'ailleurs, notre collaboration, ça commence déjà à Delft et ensuite à Paris, on a fait déjà avec Alexandra Juclar, en fait, qui est là, une première Agora Europe avec vous à Paris en hiver. Alors, la seule chose, en fait, je crois, de mon CV qui est assez important, c'est que j'ai fait mon doctorat ici, en fait, à Paris, à la Sorbonne, et après, je fais 3 ans de visiting scholar, comme on l'appelle, à Columbia University. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Étienne Balibar, qui d'ailleurs est professeur là-bas au département de français, et Nadia Orbinati, qui est professeur de sciences politiques. Alors l'idée, en fait, on a commencé par ma thèse. Finalement, c'était une thèse sur l'espace politique européen. Donc, qu'est-ce que c'est l'espace politique en fait? Qu'est-ce que c'est l'espace politique, premièrement? Comment on peut l'entendre en tant qu'espace? Et qu'est-ce que ça veut dire de penser à l'espace politique au niveau, à l'échelle européenne? Et la première fois qu'on a fait une Agora, c'était à la Sorbonne il y a 1 an, en effet, le 25 mai. Donc, vraiment, on bouge, en fait, on continue cette collaboration depuis 1 an. Quoi? Oui, et depuis ce moment-là, donc depuis le 25 mai, on en a fait 26 avec la 26e, c'était hier ici au European Lab, donc c'était beaucoup. Et les 2 idées principales, c'était de ne pas être rattaché à une université particulière, et la deuxième, c'était de ne pas être rattaché à un lieu particulier, donc une ville ou plutôt un pays. Donc on a commencé à Paris, on a continué à Columbia, à New York, donc on a traversé même les frontières européennes. Et après, on a continué à Prague, à Bologne, à Rome, de nouveau à Paris, ici avec vous à Lyon, etc. Et je dois dire, par contre, en fait, donc l'idée, c'était vraiment de créer des débats transnationaux avec des professeurs, des chercheurs, des citoyens, bien entendu, mais aussi et surtout de politiciens, en fait, et de membres du Parlement européen et des membres des parlements nationaux, pour essayer de fill the gap, comme on dit en anglais, de remplir le vide, en fait, qu'il y a entre les citoyens et les institutions européennes et notre représentant, finalement. Celle-ci était l'idée. Et la deuxième idée, c'était de créer une sorte d'agora itinérante, sans être rattaché ou lié à aucun lieu en Europe, pour développer une citoyenneté européenne. Et je dois dire, en fait, c'est une pensée un peu négative. Les deux idées dont on est parti, ne pas être attaché à une université, ne pas être lié à un lieu spécifique, je pense on nous a aussi bloqués, en fait. C'était un peu de blocage de rempart, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas vraiment créé, je crois, ce que c'était le truc le plus important, c'est-à-dire une communauté européenne. Donc, les agoras restent elles sont pas liées, en fait, elles restent des expériences qui se lient finalement vraiment à la ville, au pays qui nous accueille et qui font pas vraiment d'ensemble, quoi. Alors, la façon dont on a essayé de développer nos idées et d'outrepasser ces blocages, ça en part, c'était d'écrire, on l'appelait une charte de bien public européen. C'est la première charte peut-être de bien public européen. On l'a appelée charte 2020. La raison, c'est de regarder à la prochaine dizaine d'années et d'individuer, d'indiquer 20 biens publics à l'échelle européenne qui doivent être promus et par les citoyens et par le europarlementaire, le Parlement européen et le parlementaire. La charte a été publiée sur Mediapart aussi, grâce à European Lab et grâce à Laurent Bigarella, sur Open Democracy et sur d'autres plateformes, Left en Italie, etc. Et vous pouvez la lire en fait en plusieurs langues sur le site maastrichteurope.nl et surtout vous pouvez la signer. C'est-à-dire que en fait, c'est adressé vraiment aux citoyens pour qu'on propose, on essaie de promouvoir ces biens publics à l'échelle européenne dans les prochaines années. Et la deuxième façon où on a essayé d'outrepasser les difficultés de ne pas avoir un lieu, en fait, une maison, d'être itinérant, c'est de se lier à plusieurs associations que je peux nommer plus tard. Voilà. Je vais peut-être maintenant démarrer par une question en lien avec les élections européennes et toute la campagne qui n'a pas été on n'a finalement pas tellement parlé d'Europe ou pas tant que ça, mais en même temps, peut-être que pour la première fois,
on a eu la sensation qu'il y avait quand même un débat qui dépassait un peu les cadres nationaux et qu'on arrivait vraiment à parler d'Europe. Alors, est-ce que c'est le clivage entre populistes et progressistes qui a permis ou pas de structurer ce débat à l'échelle transnationale, parce qu'on l'a retrouvé en fait partout en Europe. Comment vous avez perçu, vous, cette campagne? Est-ce que vous avez cette sensation aussi qu'il y a quand même eu à plusieurs reprises un débat qui se passe vraiment à l'échelle transnationale et qui dépasse les cadres nationaux? Oui. En fait, ouais, ok, ça marche. Oui et non. Donc, je me rappelle en fait quand il y a eu le petit incident avec l'ambassadeur français en Italie. On s'est dit, il y avait même un article de Lorenzo Marsili, qui d'ailleurs a été invité à plusieurs reprises au European Lab, qui disait finalement, on parle vraiment à l'intérieur d'un espace politique. Il y a un conflit européen. Il y a un conflit qui n'est plus entre deux pays, mais c'est un conflit à l'échelle européenne en fait. Et je pense qu'en fait, le paradoxe, si vous voulez, de ces élections et de ces temps, c'était d'avoir une sorte de discours, de narrative européenne, mais en fait anti-européiste, on dit en italien, anti-européenne, d'une ligue, la Ligue des nationalistes, de souverainistes, comme on les appelle, qui finalement ont d'une certaine manière dépassé le niveau national et ils ont commencé à faire un discours, à créer une narrative vraiment à l'échelle européenne. Et en fait, notre réponse, je crois, c'était assez faible. Donc, ma réponse est oui, mais je crois que finalement, le fait qu'on a dépassé les frontières nationales pour parler de l'Europe, c'était plutôt une sorte de réponse, ou même c'était un acte agi par les nationalistes, par cette ligue, qui après n'a pas gagné si tant comme on pensait. Mais bon, que ça a commencé par ça, par les nationalistes, et nous, on a essayé de donner une réponse. Donc, l'échelle européenne, je crois, on l'a plus vu par rapport aux nationalistes que aux démocrates ou à la gauche européenne. Oui, ça c'était particulièrement remarquable. Effectivement, le fameux meeting du Duomo avec Salvini, Marine Le Pen et Wilders, etc., qui était vraiment un moment de représentation de cette unité en train de se faire, dont on ne comprend pas très bien encore aujourd'hui quelle pourrait être la vraie configuration politique. Je pense que l'opposition progressiste nationaliste était un coup de génie d'une campagne particulièrement bien réussie de la part de Macron. Je pense que je vais pas rentrer là-dessus, mais en fait, il y a une chose que je trouve particulièrement remarquable dans ces élections, c'est que finalement, ça a été commenté plusieurs fois. On a même fait une tribune sur Le Monde sur ça. Donc, si au cas où vous l'avez déjà lu, je m'excuse si je vais me répéter. C'est que le taux de participation, le taux de vote a été particulièrement impressionnant par rapport à la chute continue, à la dégringolade de légitimité démocratique de l'institution européenne. Et moi, je dirais malgré, ce vote a eu lieu malgré des campagnes qui étaient particulièrement décevantes, un peu moroses. En tout cas, c'est très vrai que la campagne française n'a pas été particulièrement européenne. C'est quelque chose qu'on peut vraiment regretter, mais qu'il faut dire. Et donc, au fond, ça pose la question de pourquoi le taux de participation augmente, alors même que les campagnes n'ont pas été particulièrement à la hauteur de. Et la réponse, je pense, la plus claire, c'est que déjà, elle se retrouve dans les données. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance qui se trouve dans tous les États membres. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête, mais si on consulte l'Eurobaromètre, c'est très clair. Les institutions nationales ont beaucoup moins de confiance de la part des citoyens que les institutions européennes. Le Parlement ou le gouvernement, c'est en moyenne toujours 20 points de moins de confiance que les parlements nationaux. Le cas le plus éclatant, c'est la Roumanie, où vous trouvez 60% de confiance dans le Parlement européen et 23% dans le gouvernement et dans le Parlement national. Et c'est quelque chose qu'évidemment, on ne voit pas. Et c'est là la question. Pourquoi on ne voit pas ça? Parce que notre rapport à l'actualité est un rapport qui a toujours comme médiation l'échelle nationale. Parce que tous les médias qu'on consulte sont sur cette échelle-là, et donc ils pensent sur cette échelle-là. Et il y a une magnifique allégorie d'un auteur anglais très intéressant qui s'appelle Abbott, et le titre c'est Flatland. Et il y a une scène qui est très 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 drôle. C'est l'histoire en fait d'une ligne qui vit dans un monde à 2 dimensions. Donc il se promène dans ce monde à 2 dimensions et il rencontre d'autres choses et il comprend le monde à 2 dimensions. Et il y a un moment, dans ce monde à 2 dimensions, apparaît
un cube, donc quelque chose qui a 3 dimensions. Et comment interagit le cube à 3 dimensions dans les 2 dimensions? Il y a un moment où c'est juste un point, c'est la tangente entre le cube et le plan. Il y a un moment où c'est une ligne très grande parce que le cube, c'est large. Et donc l'interaction du cube dans ce monde à 2 dimensions est très problématique parce que on ne sait pas comment comprendre ce qui se passe si on est sur cette échelle, si on pense à 2 dimensions. Et je pense que le problème qu'on a aujourd'hui pour envisager la crise du politique européenne, c'est précisément celle-là. C'est qu'on pense que la crise du politique européenne, c'est une crise de l'Union européenne. En fait, c'est une crise qui n'est pas une crise de l'Union européenne. C'est une crise du politique sur l'échelle nationale. C'est très clair. En fait, tous les indicateurs le montrent. Les partis n'arrivent. Il y a une énorme volatilité politique. Les partis changent tous les 2 jours. De l'autre côté, on n'arrive pas à apprécier cette crise parce qu'on n'a pas ce point de vue. On est un peu comme dans cette ligne qui vit sur 2 dimensions et qui se trouverait confrontée à un monde à 3 dimensions. Et donc, en fait, ce qu'on me propose de faire, ce qu'on fait laborieusement depuis 6 mois, désormais, fait depuis un peu plus de temps sur d'autres projets, c'est d'essayer d'envisager ces 3 dimensions, essayer de comprendre en fait ce qui se passe, l'actualité, le débat politique, le débat culturel, intellectuel, à partir de l'échelle continentale. Donc, à partir de ces 3 dimensions. Évidemment, beaucoup de choses sont à faire, mais comme toujours, quand on ouvre un chantier de ce type-là, c'est à la fois problématique et à la fois extrêmement enthousiasmant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, tout est ouvert. Et c'est là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se retrouve dans ce taux de participation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré le fait qu'il n'y a pas de dispositif, malgré le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure, malgré le fait qu'on n'a pas les bons concepts, tout le monde ressent que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et ce qui est particulièrement évident, c'est quelque chose que Giuliano d'Empoli pourrait témoigner, c'est que finalement, ce sont les entrepreneurs du politique, les nationalistes, qui sont saisis de la façon la plus machiavélienne de cette échelle et qui ont vraiment conçu leur programme politique un peu farfelu sur des concepts qui sont d'emblée continentaux. Parce que quand vous pensez l'Europe chrétienne, quand vous pensez à la chrétienté, vous n'êtes jamais sur une seule nation. L'Europe blanche et chrétienne, qui est un peu le mot d'ordre lancé par Viktor Orban déjà il y a plus d'une dizaine d'années, repris par Salvini sur le Duomo quand il embrasse dans un geste presque païen comment on appelle ça, le truc il embrasse une petite croix sur le Duomo, le rosaire, c'est comme ça on l'appelle. Quand il embrasse le rosaire, en fait, il ne s'adresse pas à l'Italie, il s'adresse à une unité qui est d'emblée continentale. Et il s'en sert parce que c'est un entrepreneur du politique. De l'autre côté, on a effectivement, et je pense que ça on pourrait en parler, on pourrait le démontrer, mais ça prendra un peu plus de temps, on a eu beaucoup plus de timidité de la part de Macron, parce que l'idée c'était de ne pas engager tout de suite une bataille politique pour se retrouver par la suite avec une campagne politique à faire à huis clos avec le Conseil et dans les prochains mois pour la redéfinition de la majorité au Parlement. Mais donc, ce qui est important à saisir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on se retrouve devant cette nécessité de comprendre comment fonctionne un cube, comment on peut penser le politique à 3 dimensions. Et c'est là, je pense qu'il y a tout le défi pour nous. Alors, moi, je voulais juste peut-être ajouter quelque chose de plus terre à terre comme proposition, mais il me semble que ce qui peut contribuer aussi à une vraie prise de conscience que l'échelle transnationale est plus que nécessaire, c'est toutes les urgences qui nous tombent sur le coin du nez, urgence climatique, crise migratoire, même la question des terrorismes. Voilà, c'est qu'il n'y a évidemment pas de solution à l'échelle nationale et que ça doit évidemment être pensé à l'échelle transnationale. Et on va aborder tout à l'heure la question de l'activisme climatique il se place évidemment dans cet horizon international. Et ça me mène peut-être à une autre question. Quand on parle d'Europe, en fait, de quelle Europe s'agit-il? Est-ce que c'est l'Europe des 27 ou 28? Est-ce que c'est l'Europe de Bruxelles? Est-ce que c'est une Europe, c'est l'Europe des mouvements, des migrations telle qu'elle s'est construite au fil des siècles? Est-ce que c'est une Europe aussi qui est tournée vers la Méditerranée, nous on accueille régulièrement dans nos forums européens des Turcs, des gens du monde arabe. On regarde aussi beaucoup, on essaye du côté de l'Afrique pour sortir aussi de l'étau entre les États-Unis et la Chine. Enfin voilà.
quand vous parlez d'Europe, quand vous proposez, vous, le grand continent, peut-être que c'est bien au-delà que le vieux continent. Comment vous définissez, enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Europe et l'un et l'autre? Moi, ce que je trouve remarquable c'est vraiment la question. Et ce qui est assez remarquable, c'est on a un débat sur ce sujet qui a un retard de 50 ans. Si on regarde les avancées dans le débat, etc., fondamentalement, aujourd'hui, on se réduit à poser des questions en termes de civilisation. Enfin, on revient vraiment à un débat qui a 50 ans. Et pourquoi? C'est simplement parce que, encore une fois, les grands intellectuels, les grands artistes, les personnes qui nous permettent de faire sens du monde, qui nous permettent de parler du monde avec des mots qui sont adaptés à ce qui se passe, n'ont pas investi ce sujet. Et moi, ce que j'ai trouvé assez remarquable là je vais faire un peu de promo pour le livre, mais ce que j'ai trouvé remarquable dans ce livre qui invente juste derrière, c'est que au fond, on a 5 perspectives, 5 disciplines qui sont très hétérogènes, de personnes qui ont plus ou moins travaillé sur le sujet. Piketty, évidemment, il a travaillé beaucoup plus que, par exemple, Myriam Vaudalon, qui s'était jamais frotté au problème. Mais au fond, émerge une ligne de tendance générale, et qui est de dire, d'un côté, l'Union européenne n'est pas une union politique, et elle est loin d'être achevée. Donc, c'est un constat négatif, pessimiste. Et de l'autre côté, l'Europe est clairement faite dans les villes. Et je pense que ça, c'est aussi un problème qui est posé par le fait que par les petites communautés qui se réunissent autour de cette conversation. Parce qu'au fond, je pense qu'on vient tous des villes. En fait, on est tous des habitants de centres. Et c'est très évident qu'aujourd'hui, l'Europe dans les villes va de soi. Vous avez clairement une majorité de personnes qui, dans les capitales, en fait, sont pour ça. Le vote du Brexit montre ça d'une façon plastique et magnifique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'Europe des villes, qui n'a pas vraiment d'institution, alors même que les villes sont un acteur important, qu'il suffise de comprendre le rôle qu'a joué la C40, donc l'Union des villes internationales pour la COP 21. C'était un des acteurs essentiels pour qu'on arrive à un accord. Donc la ville est aujourd'hui un acteur majeur, un acteur essentiel par sa capacité de concentrer le capital, d'agir. Mais de l'autre côté, donc on se retrouve avec cette construction d'une Europe de ville qui est spontanée, qui va presque de soi. Et de l'autre côté, on se retrouve avec une tendance de faire une Europe des nations. Et c'est là, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie opposition politique. Et c'est là aussi qu'on manque de concepts adaptés. Et c'est là aussi, je continue à vendre ce que nous faisons, que la géopolitique faite à la française, donc essayer de s'interroger sur l'échelle pertinente des phénomènes, essayer de comprendre quelles sont les rivalités sur le territoire, est particulièrement utile. Parce que si on n'arrive pas à concevoir une façon pour faire une Europe des villes qui ne soit pas en opposition totale et définitive peut-être avec les nations, on n'arrivera pas non plus à penser le politique. Et c'est là que c'est nécessaire de reposer d'emblée le débat. Et c'est là aussi qu'il faut comprendre, et il faut critiquer, il faut rentrer en dialogue avec des mouvements comme ceux de l'Europe blanche et chrétienne, parce que c'est quelque chose qui porte aujourd'hui une forme d'européanisation aussi. Donc, si on n'est pas capable de rentrer en débat et en dialogue avec ces instances, si on reste retranché dans les villes, on va finir par faire un système dans lequel il y aura des murs autour des villes. C'est un peu le modèle la ville médiévale, enfermée sur elle-même. Et ce sera le contraire de ce que c'est, de ce que nous sommes. C'est tout le contraire. C'est que c'est l'Europe maintenant, en plus. Ça marche des fois, ça marche plus. Je précise juste que demain, on a un débat qui s'appelle l'Europe rurale. Et à partir d'une série de reportages de Are We Europe qui s'appelait Empty Europe. Ils ont sillonné l'Europe justement, enfin sur c'est plus une diagonale à l'échelle européenne, ils en ont ramené toute une série de portraits et de reportages absolument passionnants. Mais l'idée de l'Europe vit aussi dans les campagnes. Mais j'entends bien ce que tu dis. Mais oui, merci. Katharina, sur ta vision, ce que tu entends par Europe, quels sont ses contours géographiques, philosophiques, historiques? Oui.
et géopolitique surtout. Non, je répartirais par ce que tu as dit. En effet, on disait ça hier à notre Agora Europe. On fait face en ces moments à 3 crises. Donc, la crise migratoire. Bon, après, si c'est une crise ou pas, ça serait à établir. La crise climatique et la crise économique. Et en fait, le début, la vraie pensée au début de Agora Europe, c'était bien de se dire que ces 3 crises, elle peut pas trouver une solution, on peut pas lui faire face au niveau de la nation, en fait. C'est des crises qui dépassent, bien entendu, les frontières nationales et pour lesquelles n'importe quelle solution, n'importe quelle pensée doit être à l'échelle européenne, déjà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que même avec les deux choses dont on a plus entendu parler dans cette dernière année, donc le Brexit et l'immigration, c'est déjà quelque chose qui, normalement, nous pose déjà, à une échelle européenne, le Brexit, c'est bien un débat sur l'Europe, finalement. L'immigration, c'est toujours un débat sur l'Europe. C'est pas un débat qui advient finalement en Italie ou en Grèce ou en Espagne. Aussi, oui, il advient en Espagne, en Grèce et en Italie parce qu'ils sont les pays les plus touchés, mais finalement, ça dépasse ça et c'est toujours un discours, comme le rappelait Gilles, d'une Europe politique qui n'existe pas ou n'existe pas suffisamment. Donc, je dirais, même pour répondre à la première question que tu as posée, qu'effectivement, c'était les premières élections européennes où vraiment on avait comme 2 blocs, le bloc pour l'Europe et le bloc, si vous voulez, contre l'Europe ou contre, en fait, pour réaliser une Europe qui est de fait une Fortress Europe. Et voilà. Et par rapport aux villes, en fait, à repenser l'espace politique européen, je pense, par rapport à la charte qu'on a écrite, que ce qui manque vraiment, c'est une pensée du municipalisme. C'est vrai qu'on pourrait repenser l'espace politique européen à partir des villes, à partir d'un ensemble de villes, des liens entre les villes. Je pense que ça, c'est très important. Je pense aussi que, effectivement, c'est à partir des expériences de municipalisme qu'on arrive, c'est comme on se lance dans le global à partir du local. Par contre, les expériences les plus belles qu'on a vues, par exemple, en Italie, à Riace, dont en expérience, on a beaucoup entendu parler, l'expérience de Riace et de Mimmo Lucano. C'est des expériences énormes d'intégration, d'inclusion des migrants, etc. Mais on voit quand même que la Ligue du Nord est le premier parti élu et à Lampedusa et à Riace. Donc, il faut quand même se poser la question de comment on intègre, on inclut, on pense à une échelle européenne, on pense aux migrations, à la diversité, à l'inclusion, etc. Et on le fait à partir de la ville, mais sans que les gens finalement sans que la peur devienne, comme toujours, la première émotion de l'espace politique européen. Je me rappelle, la Colombie, on disait, pour la droite, le phénomène de la peur, l'émotion de la peur, c'est vraiment ce qui caractérise l'espace politique européen. Et pour nous, c'est quoi? On n'a pas une dimension émotive qui nous rattache à l'Europe. Et on peut parler de ça plus tard, mais la troisième chose la plus importante, je pense, par rapport à la définition du nouvel espace politique européen, qui d'ailleurs, oui, vient de se former avec ces élections, etc. Alberto Alemanno l'a rappelé, il vient de le rappeler dans un article, c'est que dès qu'on pense que finalement le principe principal, on dirait, de la construction, de l'établissement de l'espace public européen, c'est la liberté de mouvement. On se jette dans ces contradictions pour lesquelles, si on défend la liberté de mouvement à l'intérieur de l'espace Schengen, donc à l'intérieur de l'Europe, on continue avec ce procès d'externalisation des frontières européennes qui fait de sorte que, encore, l'Europe devient a Fortress Europe et qu'on ne fait pas face à ce que c'est l'espace au-delà de la Méditerranée et qui est toujours en lien avec nous. J'hésite à proposer une autre question, mais parce que si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever le doigt. Et puis en attendant, je vais poursuivre. Moi, ce qui m'intéressait aussi de voir avec vous, c'est comment, quand on essaye vraiment d'être à l'échelle transnationale, il se pose la question quand on anime un média ou quand on ouvre un espace de débat, elle se pose aussi pour nous à European Lab, du point de vue, parce qu'on parle jamais que d'un endroit, voilà, qui est celui, là nous sommes à Lyon, quand nous concevons les European Lab, on les imagine en fait depuis ici, alors en connexion avec beaucoup de gens autant que possible. Et puis quand on va imaginer des forums ailleurs, on l'a fait par exemple l'année dernière en Grèce, ça peut être extrêmement douloureux en fait, parce qu'on arrive avec notre vision, avec porteur aussi d'une histoire. En plus on est français, donc on se sent un peu comment dire, on se sent
on sent les fondateurs de l'Europe, en fait. Donc, on a un peu de mal à la remettre en cause. Et on arrive dans un pays qui vient de passer 10 ans sous le coup de vraies difficultés d'austérité imposées notamment par la Troïka européenne. Et donc, il y a une vraie remise en cause du cadre européen. Et donc, c'est des ajustements, c'est des difficultés. Mais comment vous faites, vous, pour avoir un point de vue plus polyphonique, plus pluriel, pour faire en sorte que dans cette vision transnationale, en fait, on entende des voix, des expériences, des points de vue extrêmement variés, parce que forcément, en Europe, c'est difficile de parler unanimement comme ça. Par exemple, pour un média, comment vous êtes organisé, vos comités éditoriaux, vos rythmiques, vos rubriques, comment elles permettent d'organiser un vrai cadre transnational qui soit aussi respectueux de la diversité des points de vue en Europe. Rien que ça. Hein. Est-ce que j'ai 3 heures Est-ce que vous avez 3 heures Je pense que, alors, pour affronter cette question d'une façon synthétique, l'idéal, c'est de prendre un cas concret. Mais je vais faire quand même une prémisse. Je dois quand même dire un mot liminaire. Au fond, nous, on n'a pas la prétention de penser qu'on est un média. On est vraiment beaucoup plus... en fait, le groupe d'études géopolitiques, c'est un projet de think tank un peu à l'américaine. Donc, en gros, on met ensemble le domaine qui travaille sur le pouvoir, donc ça va de l'entreprise jusqu'à la politique. L'axe qui s'occupe du savoir scientifique, donc ça va de think tank jusqu'à l'université, et l'axe qui s'occupe du débat public, de la circulation du savoir. Donc, pour faire vraiment un schéma bien français en 3 parties, c'est savoir, pouvoir, circulation du savoir. Et au fond, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est des choses qui sont à destination de 35 personnes maximum. Donc, elles sont très sectorielles, elles travaillent vraiment dans un domaine qui n'est pas en soi intéressant. À partir de là, on fait une autre chose qui s'appelle le Grand Continent, qui est la revue du groupe d'études géopolitiques, qui ne fait que des choses qu'on pense, qu'on espère, pourraient intéresser plus de 35 personnes. Donc, ça va les papiers qui ont le mieux marché, c'était à peu près 45 000 clics, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus normales, 2000, un truc comme ça. Et quand on fait ce travail de publication, d'éditorialisation de la recherche, en fait, on fait toujours un effort en fait, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de barrières d'accès. C'est-à-dire que, évidemment, on reste quand même plutôt inaccessible. C'est pas un média qu'on trouve c'est pas une revue qu'on trouve dans le métro. Mais on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'obstacles. Si on n'est pas spécialiste du nucléaire, on pourra quand même lire nos papiers sur la géopolitique de l'énergie. Donc, c'est déjà un effort d'ouverture à un public généraliste. Et quand on fait cet effort d'ouverture au public généraliste, en fait, on se rend compte que la plupart du temps, et c'est beaucoup plus facile de se rattacher à des questions qui sont actuelles. Et quel est le problème de fond? C'est que l'actualité, le rythme de l'actualité est toujours dicté par des soucis et des questions nationales. Elle reste entièrement hégémonisée par un rythme et un intérêt, un point de vue national. Et c'est là qu'il y a une vraie difficulté, parce que comment on va faire pour faire en sorte que nos papiers soient accessibles à beaucoup de personnes sans qu'ils soient simplement conçus pour le marché éditorial français? Et c'est là que c'est essentiel déjà de ne pas être que des Français autour de la table. Moi, j'ai l'avantage d'être italien. Enfin, l'avantage seulement sur ce point-là. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Enfin, les gens qui travaillent vraiment au jour le jour sur le Grand Continent sont on a à peu près 17 nationalités. Pour être vraiment franc avec vous, on a à peu près une dizaine de nationalités. Donc, il y a déjà tout de suite ce premier jeu de différence. Et par la suite, il y a une autre chose. C'est qu'en fait, il faut vraiment se dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, même si elles ne sont pas encore médiatisées. C'est-à-dire, en fait, il faut faire cet effort d'ouverture. Encore une fois, c'est un peu cette idée du cube. Et en fait, on se rend compte que l'actualité qu'on a, elle est très décevante. C'est un peu comme le politique qu'on a. En fait, on a devant nous une politique, un agenda politique, un agenda médiatique qui est très décevant,
parce qu'il est à une échelle trop étriquée. C'est très important, je pense, de savoir que Valérie Pécresse et Wauquiez sont aujourd'hui en train d'avoir une forme de rivalité. Mais je pense que c'est beaucoup plus important et pertinent de comprendre comment fonctionne aujourd'hui la négociation entre Trump et Xi Jinping. Et le problème, c'est quand on a un point de vue simplement national, en fait, on finit toujours par connaître mieux ce qui se passe entre Wauquiez et Pécresse que ce qui se passe entre Trump et Xi Jinping. Et pire, il y a un problème. Et là, j'ai besoin de 2 minutes encore pour développer ça, mais je vais aller vite. Quel est le problème? C'est qu'en fait, si on a ce regard national, on a aussi un public national, donc on a aussi un marché national, et on a aussi des équipes nationales. Et en fait, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a une crise des médias, ils ne savent pas trop bien comment faire pour convaincre les gens à acheter leurs papiers, leurs articles. Et donc, le premier effet, c'est que les équipes qui travaillent dans les rédactions sont très, très réduites. Si on prend les grands médias, je ne vais pas le nommer parce que je ne veux pas me brouiller avec eux, mais les grands médias français, prenons par exemple le cas de la Chine, je pense que même dans le plus grand quotidien du soir français, il doit y avoir 2 personnes dans l'équipe qui travaillent vraiment sur les affaires internationales qui sont capables de lire des caractères chinois. Évidemment, c'est hors de question. Ils ne peuvent même pas concevoir l'idée de passer du temps à Pékin. Ou d'avoir des correspondances, passer 6 heures au fin fond de la province. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Il y a un rythme, une cadence de production très, très ample. On demande quand même les papiers sur la guerre commerciale sortent. On n'a pas un accès aux sources directes. Qu'est-ce qu'on fait? On traduit. Donc, la plupart du temps, on copie. Et on traduit en copie quoi? Les médias américains et anglo-saxons. Et là, on se retrouve face à un problème de fond. C'est que l'intérêt, la représentation géopolitique, et donc par conséquent l'intérêt géopolitique qui est déployé aux États-Unis, et c'est aujourd'hui très évident, n'est pas le même et la même que celle qu'on a en Europe. Et donc, on se retrouve avec des choses qui sont à peu près absurdes. C'est-à-dire, on commence à avoir des débats sur la nouvelle guerre froide en Europe, alors que c'est évidemment un concept qui est utile, a été conçu par des think tanks américains et c'est utile pour les États-Unis d'Amérique, mais ça n'a aucun sens pour l'Europe. Et au fond, je pense que vraiment c'est pour cette raison-là qu'on a aujourd'hui un déficit stratégique profond, une incapacité vraiment à se projeter dans l'avenir, à concevoir le politique. C'est parce qu'on manque en fait simplement des ressources et du prisme qui nous permet de lire les phénomènes politiques. Et donc on a toujours cette impression, je ne sais pas si moi c'est au fond le grand continent et le groupe d'études géopolitiques viennent aussi du fait que moi, comme j'imagine beaucoup de personnes autour de moi, le matin je ne sais pas quoi lire. Si je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important stratégiquement pour l'Europe, je ne sais pas quoi lire. Et donc en fait, si ça m'arrive et ça arrive à d'autres personnes, ça arrivera aussi aux décideurs, ça arrivera aussi aux autres journalistes, et ça finira par produire une forme de débat public, de débat stratégique, de débat scientifique très mauvais, enfin de moins en moins pertinent, et donc une incapacité à prendre en compte les vrais problèmes stratégiques qui se posent. Et ne vous étonnez pas par la suite qu'effectivement on soit dans cette crise politique. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est au fond de reprendre cette question de comment faire pour avoir du matériel de qualité en essayant de répondre aussi à la crise des médias. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est on prend des chercheurs. Parce qu'il y a un avantage qu'on a encore en Europe, c'est qu'ils ne sont pas très bien payés, mais il y en a pas mal. Ils ont la plupart du temps des très bonnes compétences. Ils sont plutôt tristes de ne pas être plus utilisés par les médias, par les politiciens, etc. J'ai eu peur que tu dises qu'ils étaient plutôt tristes. Non, ils sont tristes de ne pas être utilisés. Non, ils sont tristes de ne pas être utilisés. Et donc, par exemple, le grand continent, donc on est quand même assez petit. On fait 250 pages par semaine, une partie en 6 langues, on a pas mal de visites, mais on est petit. En fait, on a plus de personnes qui suivent l'actualité chinoise que les plus grands quotidiens européens. Et d'une façon directe, parce qu'ils sont à Pékin. Enfin, une de nos newsletters, d'ailleurs, est en chinois. Et ça, en fait, je pense, c'est à la fois... Enfin, moi, j'interprète cette initiative comme à la fois le symptôme, à la fois peut-être aussi la solution d'un problème. C'est-à-dire que le fait qu'on soit dans une meilleure situation qu'un grand média, ça montre qu'il y a un vrai problème. Et en même temps, peut-être c'est en impliquant plus la recherche dans le débat public qu'on pourra aussi parvenir à résoudre cette crise profonde de vision stratégique qu'on a aujourd'hui.
Katharina, sur comment on fait émerger un point de vue un peu polyphonique, pluriel sur l'Europe. Et puis, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Hein. Ah, oui. Super. Génial. Si vous voulez poser la question même à moi, ça va. Hein. Ouais. Bon. Alors, oui, comme je disais au début, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'était de faire cette agora itinérante, justement pour ne pas avoir un point de vue. Mais comme le rappelait hier Frédéric Worms, on est quand même des décors, on est des corps situés, et du coup, c'est nécessaire d'assumer un point de vue, situé en fait. Donc, on a essayé d'aller au-delà des frontières, et peut-être on a réussi. En fait, je vous pose deux exemples pratiques, comme Gilles l'a fait. Le premier, c'est qu'on a effectivement créé un réseau d'associations partout en Europe, au-delà de l'Europe. Je vous dis les noms, je tiens à dire les noms. Bien entendu, European Lab qui est basé ici à Lyon, mais même European Alternatives qui est basé à Paris, à Rome et à Londres. The Good Lobby qui est d'ailleurs en train de faire un laboratoire qui est basé à Bilbao et à Rome. Nous, bon, Agora Europe sera basé à Hendaye. SCIT Foundation, SCIT Foundation qui est à Bruxelles. AMEL qui est basé à Beyrouth. La Fondation des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée à Granada, Libertà e Giustizia à Bologne, Maastricht Working in Europe à Maastricht et Forum for European Cultures à Amsterdam. Et finalement, Eurocité à Paris. Donc, on a vraiment essayé de mettre ensemble, de créer un réseau à plusieurs voix polyphoniques de toute l'Europe pour ne pas assumer un point de vue national, mais créer un point de vue partagé, une perspective partagée européenne. Voilà. Et ça, c'est le premier cas. La deuxième chose, je vous disais, c'est la charte 2020. On a donc créé ce réseau de nouveau, pas seulement de chercheurs, mais aussi d'activistes, de journalistes, dont je vous rappelle deux que vous peut-être connaissez, c'est-à-dire Jérôme Gautret, qui est correspondant à Rome de Le Monde, et Eric Joseph, correspondant à Rome de Libération, mais même des artistes et de parlementaires européens et non européens comme Cécile Kyenge, qui est d'origine africaine, Ellie Schlein, italienne, mais je vous dis aussi, il y a Frédéric Worm, bien entendu, Nadia Urbinati, qui est italienne, mais habite aux États-Unis, Rui Tavares au Portugal, Daniel Nerariti en Espagne, Satvinder Jas, qui vient de la Tanzanie, mais vit à Londres, à King's College. Et voilà. Merci, désolé du coup de vous interrompre. Ma question était par rapport à ce que vous disiez plus tôt sur l'opposition entre populisme et progressisme. Et je voulais savoir votre point de vue, si on met en perspective ça par une ancienne vision qui est l'opposition entre fédéralisme et finalement nationalisme. Est-ce que les populistes, finalement, c'est plutôt le retour à un État fort et à contrôler les frontières, et le progressisme, ça serait passer à une Europe plus fédérale. Voilà, je voulais simplement avoir votre réflexion sur ces sujets-là. C'est très intéressant. Je n'avais jamais pensé à ces termes-là. Effectivement, c'est pas mal. Moi, en fait, on est en train d'écrire un livre qui devrait sortir en septembre sur le populisme. En fait, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est assez mal défini. Moi, je pense qu'il faut l'envisager en termes de style. C'est-à-dire que, en fait, le populisme, c'est pas une essence, c'est pas quelque chose qui a par la suite des attributs. On peut pas le définir en termes de. C'est plutôt une démarche qui permet une prise de pouvoir dans des périodes de très grande instabilité. Donc, en fait, il y a cette espèce d'émergence très fréquente. Chaque fois, il y a du problème à reproduire le pouvoir. Enfin, il y a une crise du politique, on émerge le style populiste. Donc, en fait, je sais pas. Je dirais qu'en fait, il y a du style populiste aussi chez les progressistes. Le cas le plus évident, on m'en voudra pas de le mentionner, c'est quand Renzi prend le pouvoir du Parti démocrate, il utilise un mot d'ordre qui est de la caisse. Il veut mettre à la caisse l'équipe dirigeante. Je vois mal comment on ne pourrait pas interpréter ça en termes de style populiste. Évidemment, si on rangeait Renzi avec Salvini, on fait une erreur tactique et stratégique politiquement. Donc, je pense qu'en fait, je serais assez à faveur de nuancer, enfin, en tout cas de comprendre vraiment le populisme, pas comme une essence, mais comme un type de démarche qui est particulièrement utile si on veut prendre le pouvoir dans des temps, si on a un ingénieur du chaos. Pour reprendre la formule de Giuliano d'Empoli. Oui, alors là, je rebondis sur cette formule parce que Giuliano d'Empoli est parmi nous. Il interviendra demain en début d'après-midi et il vient de sortir un livre qui s'appelle précisément Les ingénieurs du chaos.
qui analyse effectivement la stratégie de ces spin doctors qui accompagnent effectivement le grand carnaval populiste en Europe et ailleurs. Et c'est d'ailleurs particulièrement remarquable parce que justement, c'est souvent les Italiens qui ont vu ça. Le premier livre vraiment le manuel d'entrepreneur du politique, c'est Le Prince de Machiavel. Vous voyez, c'est vraiment comment on va faire pour assez rapidement prendre le pouvoir, comment on va faire pour le garder, etc. Et ça, c'est seulement possible dans des périodes de grande instabilité parce que effectivement, soudainement, le pouvoir est disponible. On peut avoir accès, on peut devenir un entrepreneur du politique. En fait, on arrive au bout de du temps qui nous est imparti. Et puis, comme on est dans une configuration quand même assez ouverte, je propose qu'on poursuive les échanges très librement dans ce food court. Donc, si vous voulez continuer à discuter avec Katharina ou Gilles, n'hésitez pas. Je pense qu'ils sont là pour un petit moment encore. Oui, tout à fait. Et puis, on a un autre débat qui démarre maintenant. Ça se passe à H7 dans l'espace qu'on a aménagé, la scène qu'on a aménagée en débat sur le thème de l'activisme, les nouveaux activismes pour la justice climatique avec des mouvements internationaux comme Grip Deep Resistance, Extinction Rebellion, la Marche internationale pour le climat, Marie Toussaint qui vient d'être élue députée européenne sur la liste Europe Écologie Les Verts en France. Et puis Guillaume Faburel, qui est géographe politiste à Lyon 2, université ici, et qui prend pour sujet d'étude, les formes d'activisme aujourd'hui. Donc voilà, ça se passe à H7 maintenant. Et merci à tous. Et puis, libre à vous de poursuivre les discussions.